Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la facturation électronique. L'idée, c'est de faire un point sur la réforme et ainsi que la réponse de Divalto à cette réforme. Je suis accompagné par Christophe Rich. Est-ce que tu peux dire un mot sur toi, te présenter? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc Christophe Rich, je suis Head of Product chez Divalto. Donc je m'occupe de trois équipes. L'équipe qui s'occupe de l'expérience utilisateur, une équipe de product manager qui ont la casquette métier, et enfin l'équipe qui réalise le développement de nos solutions, donc les développeurs. Voilà. Et c'est notamment Christophe qui est en charge en fait de la prise en charge de cette réforme avec son équipe et qui va suivre auprès de la DGFiP notamment et la FNFE aussi. Et la FNFE, toutes les communications de leur part et les échanges qu'on peut avoir avec divers PDP. Moi-même, Christian Dino, DCPO chez Divalto, je suis en charge de l'information produit et de tout ce qui va être innovation, notamment technologique. Et là, ce sujet nous impacte très fortement, impacte nos roadmaps, mais également notre communication et l'ensemble de notre écosystème qui va devoir faire face à cette réforme qui nous est imposée, mais on verra qu'il va y avoir des bénéfices à cette réforme. Donc, au sommaire, justement, le premier point, on va essayer de faire assez rapidement un point sur la réforme et son calendrier. Donc, grosso modo, pourquoi et pour qui. On fera un petit zoom sur les obligations. On parlera du rôle central des futurs PDP puisque ça a changé il y a quelques mois. Et on refera un point sur le calendrier qui a été annoncé. On vous parlera un peu des bénéfices à tirer de ce projet de réforme. Et ensuite, on détaillera beaucoup plus longuement la réponse de Divalto, notre feuille de route. On ira dans des démonstrations de fonctionnalités qui sont déjà disponibles. On vous en avait parlé l'année dernière déjà avec Christophe dans la version 10.11 de l'ERP. Là, dans la 10.12, on a rajouté encore des fonctionnalités qui répondent à ces obligations. Et enfin, on vous donnera des conseils utiles qui nous ont été donnés par nos équipes et nos partenaires. Et on finira par une session de questions-réponses. Alors, justement, par rapport aux questions-réponses, vous pouvez à tout moment utiliser dans GoToWebinar une fonctionnalité qui s'appelle questions. Vous devez l'avoir dans un onglet quelque part. Et là, vous pouvez poser vos questions. Alors, on n'y répondra pas forcément immédiatement. On se ménagera des temps de réponse. Et puis, pendant que l'un ou l'autre est en train de parler avec Christophe, on pourra répondre également aussi à vos questions en one-to-one directement dans cet outil qui fait un peu comme un chat. Donc, sans plus attendre, on parle du point sur la réforme et de son calendrier. Alors, j'ai juste oublié de dire, c'est enregistré, donc pour si vous voulez faire circuler en fait ce webinaire à vos collègues, il sera retransmis sur notre chaîne YouTube. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, également, lors de notre préparation avec Christophe, on a justement planifié cette date justement parce que on avait eu un point d'information donc le 22 novembre avec pas mal d'infos et d'officialisation d'un certain nombre d'éléments autour de la facturation électronique. Et puis ça nous semblait important de vous en parler avant qu'on démarre l'année 2025 parce que vous allez voir, il y a de l'impact sur votre système d'information également. Introduction rapide sur la réforme, pourquoi et pour qui. Ça, je pense qu'il y a eu déjà un paquet de webinaires qui vous en ont parlé. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est que vraiment vous écoutez pas les ondes en ce moment, mais en tout cas, d'un point de vue au moins professionnel, c'est de l'information qui circule depuis maintenant plusieurs années. Je pense qu'au niveau du grand public, on n'a encore pas vu ça sur les journaux des grandes chaînes, mais ça ne saurait tarder lorsqu'on va arriver aux dates fatidiques de mise en œuvre, en application. Alors, le sujet principal qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un gros sujet de lutte contre la fraude, notamment sécurisation des recettes de l'État. Et ça, je dirais que c'est même globalement, parce que c'est au niveau de l'Europe, un objectif affiché de collecte de TVA et de lutte contre la fraude à la TVA. Mais il y a aussi tout un tas d'autres objectifs, notamment en termes de compétitivité, qui est de la digitalisation d'un certain nombre de process, puisqu'il y a encore énormément de factures qui sont échangées au format papier, qui sont également envoyées par la poste. Également, ça va fournir
tout un tas d'informations à l'État pour orienter, piloter des politiques économiques, hein, puisqu'ils vont être au courant en fait de quasi toutes les transactions qui se font au moins en B2B entre les entreprises françaises. Alors, au niveau de quelles sont les sociétés qui vont être concernées par la facturation électronique, j'ai envie de dire c'est toutes les entités qui sont assujetties à la TVA. Ensuite, un petit zoom sur les obligations. J'ai remis certains des slides de cette présentation qui me paraissaient importantes, notamment celui-ci qui explique, grosso modo, qu'il ne suffit pas d'imprimer, enfin de générer une facture au format PDF et de l'envoyer par mail pour considérer que vous aurez répondu aux obligations de facturation électronique. Il y a une définition qui est devenue officielle maintenant. La facture électronique, c'est une facture émise, transmise, reçue par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation partenaire. On verra le détail tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de règles pour que ces plateformes soient validées par les différents services de l'État et également puissent communiquer avec les autres plateformes qui ont été choisies par les différents clients. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un PDF et de l'envoyer par mail, si vous le faites déjà, c'est pas suffisant pour répondre à la réforme. Après, j'ai mis un certain nombre d'autres slides, notamment le format du fichier qui est envoyé. Il y en a 3 formats qui ont été retenus. Ce qui est important, c'est que le troisième format qui est listé ici, FactureX, c'est celui que Divalto a retenu. C'est un format semi-structuré, c'est-à-dire que c'est un fichier PDF qui est lisible, qui pourrait être imprimé, hein, on peut le lire directement, et qui encapsule en son sein une partie de données au format XML, mais qui est directement intégré dans le PDF. Donc ça fait un seul fichier, mais qui contient les deux, contrairement aux 2 autres formats qui sont juste structurés, UBL et C2I, qui eux n'ont pas été retenus par Divalto. Alors FactureX, c'est aussi un des formats qui a été le plus retenu, je dirais, dans l'Union européenne, et notamment par nos voisins allemands. Ouais, tu peux passer sur le suivant. L'obligation des transmissions des factures électroniques. Hein, donc là, vous allez voir qu'il y a plusieurs slides qui expliquent quelles sont les données qui vont devoir être transmises. Notamment là, il y a tout ce qui est transactions domestiques réalisées entre les assujettis établis en France. Il y a une autre obligation sur la transmission de données de transactions, hein, notamment en B2B international, dès lors qu'il y a quelqu'un, même s'il est non établi en France, du coup, ça va être également dans la cible de cette réforme. Il y a aussi toutes les opérations en B2C, vente de prestations de services réalisées avec une personne non assujettie. Je passe encore l'autre slide. Là, vraiment, je le passe en diagonale, mais ce document-là, on vous mettra la référence, on vous l'enverra également. On en a déjà parlé plusieurs fois aux rencontres clients. D'autres personnes qui sont beaucoup mieux placées que nous pour vous expliquer vraiment toute cette partie. Et l'obligation de transmission des données de paiement. Donc ça, c'est encore une autre partie. Ce qu'il y a quand même à retenir globalement vis-à-vis des clients que on gère, nous, Divalto, en tant qu'éditeur d'une solution ERP, c'est que, on va dire, la grande partie, la grande majorité ou quasiment l'intégralité de nos clients vont être assujettis à cette réforme. Autre chose aussi qui a eu comme explication là dernièrement dans ce document-là, il y avait eu un petit flou sur toutes les transactions, enfin les échanges avec le gouvernement, donc le B2J qui est traité par Chorus. Chorus va rester en place, hein, Chorus Pro va rester en place. Et on ne pourra pas utiliser Chorus, par contre, pour envoyer nos factures B2B. Donc voilà, ça reste sur son périmètre et ça reste en place. Alors ce qui est neuf, vraiment là, c'est ce qu'on voulait vous préciser parce qu'il y a eu du changement par rapport à la dernière fois où avec Christophe, on en a parlé en mars lors des rencontres clients, c'est que le rôle des PDP, donc de ces plateformes, a changé puisque via un communiqué de presse, on a été averti que l'État a fait le choix de ne pas poursuivre le développement du PPF, donc du portail public de facturation. Il était prévu initialement dans le projet qu'il développe une technologie, donc un portail qui permettait à tout et chacun, notamment surtout les petites structures, d'aller déposer soi-même ces factures, donc soit aller se connecter et déposer les factures, soit passer par ce qu'on appelait des OD qui
facilite en fait les échanges entre un ERP et cette plateforme, pour notamment générer les bons formats de fichiers, et vous permettez d'avoir quelque part une offre gratuite pour répondre à la réforme. Il y a eu un grand changement puisque ce portail public de facturation ne verra pas le jour et que l'État a clairement indiqué qu'ils allaient donner en fait la responsabilité de ces parties de transmission, donc les plateformes partenaires, qui vont assurer ces échanges de données avec les services financiers de l'État. Je continue. Donc du coup, pour ceux qui ont en mémoire le fameux schéma qu'il y avait avant, il était bien plus complexe parce qu'on voyait différentes entrées. Là, vous voyez en fait dans le schéma une partie gauche qui est le fournisseur et la partie droite qui est l'acheteur. Et vous voyez entre plusieurs PDP. Donc, première PDP, c'est ce petit symbole presque atomique là qu'on voit qui va être la PDP du fournisseur. Donc du coup, le fournisseur va de manière plus ou moins automatisée transmettre ses données à sa PDP. Sa PDP, elle va interroger un annuaire d'entreprise qui, lui, est confirmé par l'État et va être traité par l'État, qui va lui dire quelle est la PDP, quelque part, de l'acheteur. Et puis, il va y avoir ce flux de factures qui va pouvoir remonter jusqu'à l'acheteur. Et également, la PDP va transmettre ces données à un concentrateur de données qui va remonter toute l'information à l'administration fiscale. Donc, dans les schémas que vous voyez, les parties qui sont en bleu foncé, c'est les acteurs publics. Les parties rondes, c'est les nouveaux acteurs qui sont ces plateformes de dématérialisation. Alors, il y a plusieurs dizaines de sociétés qui ont reçu leur premier niveau d'agrément, on va dire, pour devenir PDP. Ça reste à confirmer, parce que c'est un système où en fait ils ont répondu à un dossier très très précis pour se positionner, et puis après il va y avoir un certain nombre de contrôles pour valider tout ça. Mais comme l'intégralité, on va dire, des flux n'est pas encore complètement finalisée, on peut pas dire qu'il y a de PDP aujourd'hui qui maîtrisent de bout en bout en fait le sujet. Ça c'est super important à rendre compte. Par contre, une PDP peut très bien vous dire, moi maintenant c'est bon, je suis enregistré, vous pouvez suivre ce lien et voir que j'ai été enregistré. Okay. Alors, le rôle des PDP reste inchangé dans ce système-là, c'est d'émettre, transmettre, réceptionner les factures. Donc vous l'avez vu dans mon schéma tout à l'heure, on va envoyer donc les factures, les transmettre au destinataire, et puis ils vont aussi avoir ce rôle de réceptionner les factures pour vous et de vous les transmettre directement dans votre système d'information. Ça va gérer également et transmettre le cycle de vie des factures. Alors ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'il y a une norme très précise autour de ça, mais ça va être de dire cette facture, est-ce qu'elle a été envoyée, est-ce qu'elle a été acceptée, est-ce qu'elle a été refusée, est-ce qu'elle a été payée intégralement, est-ce qu'elle a été payée partiellement, etc., etc. Il y a un grand nombre de statuts. Je sais plus si tu as le nombre, Christophe. D'ailleurs. Je me suis en tête, il y a des statuts optionnels. Ouais. Je sais plus, c'était de l'ordre d'une dizaine ou d'une vingtaine, et puis il y a des statuts obligatoires qu'il faudra suivre, qui sont moins nombreux. Voilà. Ouais. Ils vont extraire ces données de facturation et de transaction, et bien sûr, ils vont assurer la conformité, la sécurité de ces échanges. Ils pourront adresser d'autres services autour de ça, bien sûr. Les PDP vont essayer de trouver des angles dans lesquels ils vont avoir une valeur ajoutée. Donc, on ne pourra pas forcément comparer chacun des services l'un par rapport à l'autre, mais en tout cas, ceux-ci sont obligatoires et devront être traités par les PDP pour rester PDP. On peut continuer. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, aujourd'hui, toute entreprise assujettie à la TVA devra passer par une PDP. C'est bien résumé, donc du coup, j'ai fait 10 minutes de présentation que j'aurais pu réduire en une seule phrase. Merci Christophe. Mais c'est hyper important parce que c'est ça qui a justement changé dans les dernières semaines, derniers mois. Le fait que cette plateforme publique est disparue et que les PDP deviennent maintenant obligatoires. Le calendrier, lui, par contre, n'a pas changé. Donc, si vous nous aviez vu en mars, on avait déjà présenté ces dates-là aux rencontres clients. Les premières dates qui arrivent, c'est le 1er septembre 2026. Et donc, là, le premier devoir, c'est que toutes les entreprises devront recevoir leurs factures au format électronique. C'est-à-dire qu'elles ne pourront plus refuser
une facture au format électronique. Voilà. Ça, c'est pas hyper engageant dans votre système d'information parce que vous pourriez très bien la recevoir et puis après continuer à la traiter manuellement, l'injecter manuellement dans l'ERP. Mais en tout cas, vous ne pourrez plus les refuser. À la même date, au 1er septembre, et ça, c'est ce qui a changé l'année dernière, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront émettre leurs factures au format électronique et effectuer leur e-reporting. L'année dernière, le calendrier, il était un petit peu différent puisqu'on les avait séparés en 3 morceaux, grosso modo les grandes entreprises, ensuite les moyennes et puis après les petites. Bah là, quelque part, il va y avoir que 2 dates. Il y a le 1er septembre 2026 avec les grandes entreprises et les ETI. Et puis ensuite, il y aura septembre 2027. Là, ça sera l'intégralité des entreprises, les très petites, petites et moyennes. Voilà, ça c'est vraiment les dates à retenir et elles n'ont pas changé. Alors il y a autre chose aussi auquel on voulait vous attirer l'œil, c'est que l'État nous a remontré leur feuille de route, enfin ils ont réactualisé leur feuille de route et ils nous ont détaillé en fait les grandes étapes techniques. Donc actuellement, vous voyez, ils sont en train de travailler avec les PDP. Donc pour l'instant, il y a des pilotes qui sont faits avec les PDP seuls pour aller valider un certain nombre de flux avec eux et notamment, je vous ai parlé de cet annuaire des entreprises. C'est un annuaire où on va être obligé, toutes les sociétés vont être obligées de s'inscrire pour indiquer comment leur adresser les factures, mais il y a aussi tout un tas d'autres informations qui doivent entrer dans cet annuaire, et puis des vérifications d'ailleurs de savoir que c'est la bonne société. Donc ils vont valider tout d'abord cette partie annuaire avant de valider ensuite tous les tests pour arriver à une immatriculation définitive au 4e trimestre 2025 des PDP. Ensuite seulement, trimestre numéro 1 de 2026, et vous voyez que je vous ai parlé tout à l'heure du 1er septembre, donc le temps va commencer à se compresser à ce moment-là. Il va y avoir une ouverture de pilote sur l'ensemble du périmètre pour ces PDP. Et donc, si vous le comprenez bien, au niveau de Divalto, nous, Christophe vous détaillera ce qu'on a fait en termes de travail, mais du coup, on avait prévu des pilotes, nous, en 2025. On ne va pouvoir démarrer ces pilotes que en 2026. À partir du premier trimestre 2026, donc on a réactualisé notre feuille de route, vous la verrez tout à l'heure. Et donc sachez que dès à présent que nous on s'est inscrit dans le cadre d'un pilote PDP avec un de nos partenaires de longue date qui est Dokun, et on a pris notre société Divalto plus des clients et des fournisseurs de Divalto. On a créé un ensemble de sociétés comme ça qui sont clients fournisseurs et on va valider le périmètre PDP avec au moins la société Dokun, mais on validera sans doute aussi des points avec d'autres pilotes PDP entre-temps avec qui on aura discuté. Voilà. Donc, du coup, il y a encore un dernier slide sur les dates. C'est pour vous réexpliquer tout ça s'inscrit dans une directive européenne ce coup-ci. Et que même si vous vous dites là ils sont en retard donc je vais pas me presser, je vais attendre qu'ils finissent, voire même ils vont peut-être abandonner le projet avec ce qu'on voit au niveau du gouvernement français à l'heure actuelle et les prochaines élections présidentielles, non. Sachez que cette obligation de facturation électronique, de toute façon, c'est une directive européenne et ils ont déjà fixé une date au 1er juillet 2030 comme date maximale pour l'ensemble des États membres de la communauté européenne pour répondre à ces obligations. Donc ça, c'est aussi très récent. Ils en parlaient depuis un moment. Ça a été voté le 5 novembre. Donc sachez que quoi qu'il arrive, cette réforme, elle arrivera. D'ailleurs, juste au passage, la plateforme centrale qui était publique, je pense aussi qu'elle a un peu disparu du fait des directives VIDA et de ce système un peu international, au sein de l'Europe, qui va chapeauter tout ça, puisque l'Europe voulait pas non plus que chaque pays ait son propre système, avec son propre portail, et que ça soit complètement hétérogène. Donc je pense aussi que cette partie VIDA a poussé à la nouvelle organisation que l'on a vue et qui nous a été précisée dans la conférence de presse.
Alors, on va attaquer le chapitre suivant. J'ai vu qu'il y a de nombreuses questions. Je sais pas si tu as jeté un œil, Non, toi, je les vois pas. Christophe. D'accord. Tu les vois pas. Parce que Donc, je regarderai tout à l'heure. Mm. Oui. Ah oui, bon, il y avait un certain nombre de remarques, mais effectivement, oui, l'Allemagne, il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que la France ou l'Allemagne hein, dans ces sujets-là, notamment des pays au sud de la France qui sont bien plus en avance. Euh, Nous, on voit dans cette réforme l'opportunité d'accélérer la numérisation, la digitalisation des entreprises autour de tous ces process de facturation et allant jusqu'à l'encaissement, enfin au suivi en tout cas l'encaissement de ces factures. Donc, bien évidemment, comme tout projet de digitalisation, eh ben, vous allez faire des économies à la fois en frais d'impression et postaux, hein, si vous n'avez pas encore basculé à des factures électroniques. Et puis aussi un des gains qu'on imagine dans le futur, c'est une diminution des coûts de traitement et de relance aussi, puisque on imagine que dans le futur, tous ces systèmes-là interconnectés entre eux vont faciliter le dialogue entre les entreprises concernant toutes les factures qui seraient en instance de paiement ou en retard, et on aura une vision beaucoup plus claire de ce qui est payé, pas payé, et puis vous pourrez greffer dessus les différentes raisons, vos relances, votre recouvrement, etc. Ça va amener également plus de sérénité, donc une garantie de remise de la facture. Quand vous l'envoyez par courrier, il y avait toujours l'incertitude que le courrier arrive à la bonne date. Bah là, en tout cas, de façon numérique, la facturation électronique va vous garantir, les PDP vont vous garantir que c'est arrivé à destinataire et même être capable de vous dire la facture a été ouverte. Donc vraiment, on va avoir ce suivi-là. Plus de fluidité du coup et de traçabilité et une amélioration des délais de paiement. Ça, c'est ce qu'on espère par la suite. Alors, donc du coup, par rapport au projet de digitalisation à l'interne de l'entreprise, c'est aussi l'occasion de supprimer des tâches à faible valeur ajoutée, hein, même si c'était automatisé, la mise sous pli, l'envoi, etc. Des gains de temps globaux et des gains environnementaux également, puisque moins de transfert de factures et de papier, moins d'impression de papier, c'est bon pour l'environnement. Je vois derrière qu'on secoue la tête, oui, il y aura beaucoup plus de serveurs et de cloud derrière. Donc du coup, on reconsommera en carbone de façon digitale à côté. Mais ça tombe pas dans les mêmes chiffrages non plus. Donc, moins de papier, moins d'envoi, c'est bien. Donc la réponse de Divalto et sa feuille de route. J'ai beaucoup parlé, je vais essayer de donner un maximum de temps à Christophe derrière, mais on a fait plein de schémas. Oui. Je vous détaille pas ce schéma, mais juste pour vous dire que on démarre pas de rien. On avait déjà des flux de traitement de factures, et notamment lorsqu'on parlait de factures fournisseurs, eh ben, par l'intermédiaire de partenaires tels que Use, on était capable de dématérialiser une facture qui arrivait au format papier, la numériser, en extraire les données, et puis après repasser dans l'ERP pour l'intégrer, la valider et aller jusqu'au paiement. Et puis on pouvait passer par un autre partenaire ou le même partenaire pour aller faire de l'archivage légal. Ça, c'était pour les factures fournisseurs, donc l'entrant. Et puis pour le sortant, un schéma un peu plus simple, pareil, on ne part pas de rien, puisque dans le système de Divalto, on savait générer de la facture au format PDF et par des partenaires typiquement comme de Kuhn, être capable de signer la facture, le redater et de l'envoyer directement, donc d'aller vers la dématérialisation de facture client. Et là encore, en option, pouvoir passer sur de l'archivage légal. Donc, tout ça existait déjà, hein, Christophe. Complètement. Et donc du coup, maintenant, si on discute un petit peu de la roadmap de Divalto. Oui. Je vais prendre le relais. Donc, on a retracé nos différents travaux, nos différentes étapes. La phase 1, pour nous, c'était, comme l'a dit Christian, Divalto a fait le choix de travailler avec un des 3 formats socles de la réforme, la facture X, parce qu'effectivement, il y avait plusieurs intérêts à ce format-là, parce qu'il avait, il y avait le côté lisible, pardon, et le côté structuré. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Donc c'était d'intégrer donc depuis 2023 d'intégrer ces flux, ce formatage
dans nos solutions. Alors, pour rien vous cacher, sur la partie Facturix, il y a encore eu des travaux sur les années suivantes. On était arrivé à un premier résultat en 2023. En 2024, on a démarré la partie e-reporting. Donc, quand on parle de Facturix, c'est vrai que c'est pas précisé ici, c'est plutôt dans le texte, mais ça couvre et la partie émission. Donc, en tant que client, j'envoie une facture au format Facturix. Mais si je reçois une facture au format Facturix, je sais également le réceptionner, l'intégrer dans nos solutions. Pour la partie e-reporting, donc c'est un sujet qu'on a abordé cette année 2024, qui va continuer sur 2025. Comme vous l'a dit Christian aussi, donc ça englobe plusieurs éléments, donc notamment tout ce qui se passe autour des paiements. C'est par ce biais-là qu'on va les remonter. Donc, notamment l'État, l'administration fiscale en a besoin, notamment dans le cadre de la TVA sur encaissement. Donc, ils ont même besoin de cette information-là, parce que un des bénéfices pour vous, c'est que l'État sera en capacité de pré-remplir vos déclarations de TVA. Donc, il fallait bien qu'il y ait cette info. Plus tout ce qui se passe, on va dire, en dehors de la France et sur un marché B2C également. Donc ça, l'e-reporting couvre ces éléments-là. Et puis, on a démarré aussi à travailler sur la communication avec certaines PDP. Ici, donc ça, c'est un travail qu'on continuera encore sur 2025. Et comme on l'a annoncé tout à l'heure, il y a la phase pilote, donc qui a été décalée de grosso modo 1 ou 2 trimestres, parce que devait se faire sur fin 2025, mais se fera sur début 2026, où effectivement, Divalto avec Dokun a monté un dossier. Il fallait monter un dossier accepté par l'État pour pouvoir faire cette phase pilote, en ayant effectivement tous les acteurs, clients, fournisseurs, pour pouvoir tester l'ensemble de ces flux, que ce soit sur l'émission, réception, mais aussi sur la partie e-reporting. Et donc la première échéance qui va concerner tout le monde, on l'a rappelé ici, on le répète, ou je le répète maintenant aussi, c'est le 1er septembre 2026, parce que toute entreprise sera obligée, ne pourra plus refuser de factures électroniques. Et donc, ce qui veut dire qu'à cette échéance-là, toute entreprise devra avoir fait le choix d'une PDP. C'est le seul moyen de recevoir une facture électronique. Bon, après, il se dit déjà, on va dire, dans les couloirs, que les entreprises, même les grandes entreprises, auront toujours possibilité d'envoyer les factures par un autre biais. C'est-à-dire que l'envoi de factures non électroniques par les voies classiques, sera toujours possible. Voilà. Donc ça, c'est pour notre roadmap, la roadmap Divalto. Alors du coup, le slide suivant va répondre à quelques questions auxquelles j'ai répondu directement. Quelles sont les versions concernées où ça sera valide tout ça. Donc là, on vous l'a expliqué avec Christophe, la version 10.12 de l'ERP qui est sortie en novembre 2024 en release candidate. Inclut en fait la partie Facturix et e-reporting. Alors dans la 10.11, on avait déjà une partie Facturix. L'e-reporting va sûrement encore bouger là dans les prochains temps, puisqu'on n'a pas encore pu tester complètement le flux complet. Vous l'avez compris, il y a encore les PDP attendaient encore des informations de l'État. Là, ils ont bien compris que ça allait un peu changer pour le coup, et donc on attend de valider tout ça. Donc sans doute qu'il y a encore des modifications 10.13 à arriver. Et donc ce qu'on vous a promis, donc on va le réaliser. L'idée, c'est de continuer ces développements sur les versions à venir, et ensuite de redescendre ces modifications quelque part qui prennent en charge le Facturix et l'e-reporting via des services packs sur les versions qui seront encore en maintenance initiale lors de la réforme, donc en 2026. Voilà. Et également, un autre élément important que je précise, ce n'est pas uniquement que pour le SaaS, ça va être effectivement disponible pour les clients qui seront installés chez eux ou hébergés, donc qui seront on-premise ou
en mode locatif pour leurs ERP, donc c'est pas uniquement sur la partie cloud. Mais par contre, ce qui est prévu, c'est qu'on travaille à avoir une offre bientôt complètement packagée en mode SaaS et que l'on pourra commercialiser directement nous Divalto auprès d'un partenaire qui sera une PDP validée et vous pourrez donc du coup entrer en conformité directement avec une offre qui sera revendue par Divalto. Donc tout ça, on a décidé de pas encore vous en parler maintenant, mais on commence à vous préparer, puisque il y aura des annonces en 2025. Mais en tout cas, l'information principale qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut anticiper votre changement de version. Si vous n'êtes pas dans des versions 10, 11, 10, 12, ou encore juste en dessous une 10, 10, et que vous êtes encore, par exemple, dans la génération 7, vous êtes très très loin des versions qui sont actuelles, et celles-ci ne recevront pas le service pack, hein, surtout que par exemple la version 7.5 et toutes les versions qui sont en dessous arrivent en toute fin de maintenance étendue à la fin de cette année-là, quoi. Donc du coup, vous voyez vraiment avec votre partenaire à amorcer la migration de votre plateforme. Continue. Ouais, je continue, je te laisse Ouais. répondre. Donc on attaque maintenant le chapitre des fonctionnalités déjà disponibles dans l'ERP, donc qui sera suivi de quelques démonstrations pour illustrer tout ce qu'on voit sur ces différentes diapositives. Donc on a voulu vous représenter sous forme de schéma les différents, les différentes étapes de la réforme de la facture électronique. On commence par l'import des factures, donc c'est l'import des factures fournisseurs, la partie réception. Donc la PDP, comme tout le monde sera obligé de passer par la PDP. La PDP, c'est elle qui va transmettre cet élément-là à l'entreprise et sera capable aussi de transformer les éléments en facture X. En tout cas, c'est pour ça que nous, initialement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le fait qu'il y ait eu ce communiqué de presse avec un changement de stratégie et la disparition du PPF ne nous a pas impacté parce qu'on a, depuis le début, fait le choix de passer par une PDP. Donc, ça nous a conforté, nous, nous Divalto, dans ce choix-là. Parce qu'effectivement, on s'appuie sur la PDP pour la transmission, mais également pour cette fameuse transformation en facture X. Comme on ne gère qu'un seul format socle, on passe par la PDP qui peut proposer ce service-là. Et donc arrive ce fichier dans le format facture X, donc compatible avec nos solutions. Et ensuite, on passe par une étape. Donc vous aurez compris, ce qui est orange, ça se passe dans nos solutions Divalto. Donc d'importer ce fichier facture X, donc soit avec différentes technologies, on aura des technologies connectées synchrones qui vont être la technologie API, ou alors on pourrait aussi passer par des dépôts de ces PDF facture X sur un FTP sécurisé. Ensuite, on utilise, comme aujourd'hui, pour la partie dématérialisation de factures fournisseurs que l'on a vu tout à l'heure, on utilise ce que nous on appelle dans notre jargon le data hub, qui va permettre d'intégrer ces factures et ensuite procéder aux différents rapprochements possibles. Donc rapprocher, si c'est une facture de bien, la rapprocher de commandes ou de bons de réception, ou si c'est des frais généraux, de pouvoir générer des écritures en attente. Ça, c'est pour le schéma import de facture. Pour le schéma export de facture, du coup, qu'est-ce qui se passe au sein de nos solutions? On va générer le fichier facture X, donc le PDF A/3, qui sera fait dans notre ERP, réalisé dans notre ERP, et ensuite transmis à la PDP. Donc là aussi, avec deux technologies possibles sous forme d'API. Alors là aussi, on va travailler avec certaines plateformes avec des liens beaucoup plus directs, et on développera une API avec cette PDP là, et puis pour avoir une solution un peu plus généraliste,
le fait de pouvoir déposer ces fichiers en FTP sécurisé, ben, c'est un autre moyen de le faire de cette manière-là, un autre canal de communication. Et donc, la PDP, selon le cas, pourra proposer la signature électronique à valeur probante, l'archivage légal et qui est en option, ça c'est pas une obligation, et va vérifier un ensemble d'éléments, donc notamment si effectivement va rechercher le destinataire dans ce fameux annuaire où l'ensemble des entreprises seront référencées pour identifier la PDP réceptionniste de cette facture électronique, la transmettre à cette PDP. Et ensuite, son autre rôle de cette PDP, c'est de transmettre toutes les informations à l'administration fiscale au travers du concentrateur de données. Donc envoyer la facture, mais aussi les éléments déclaratifs. Voilà pour ce schéma-là. Et le dernier schéma, donc ça constitue la dernière brique de la réforme de la facture électronique, c'est la transmission e-reporting. Donc là aussi, côté ERP, ce qui a été réalisé, c'est la génération de fichiers, on pourrait même dire au pluriel, e-reporting. Voilà, qui a un format qui a été retenu, qui est le format JSON, où là effectivement on va pouvoir faire soit un envoi automatique de manière régulière, soit à la demande, et on va envoyer l'ensemble des éléments de paiement qu'on aura pu avoir sur la période, et bien sûr là-dedans on enverra aussi tout ce qui se passe, tout ce qu'on a eu comme activité en B2C et tout ce qu'on a eu comme activité à l'international. Pareil, on transmet ce fichier e-reporting toujours selon les deux technologies, API pour avoir un lien plus fort avec la PDP, et sinon la partie FTP dépose du fichier qui pourra ensuite être traité par la PDP, ou n'importe quelle PDP. Donc voilà pour ces schémas. Ce que je souhaitais vous dire aussi ici, c'est que en tout cas, nous, sur la partie cas d'usage, alors cas d'usage FactureX, mais j'aurais pu mettre aussi cas d'usage de manière générale ici. Donc, il y a un ensemble de cas d'usage qui ont été définis par l'État, par la DGFiP, et donc on a repris ici. Donc on en traite un certain nombre. Il y en a d'autres qu'on a décidé de ne pas traiter parce qu'on considère que ce n'est pas notre marché. Donc on a écarté, comme par exemple tout ce qui est autofacturation, tout ce qui est auto-liquidation, TVA sur marge, c'est des choses qui ne sont pas connues. D'ailleurs, on a interrogé un certain nombre de partenaires sur cette liste-là pour nous renseigner, savoir s'ils avaient déjà ces cas-là à gérer. En tout cas, c'est des cas qu'on a aujourd'hui d'office écartés, qui ne rentrent pas dans notre périmètre de gestion. Voilà, donc ensuite, pour rentrer, alors pas encore dans la partie démonstration, mais pour vous dire qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de FactureX. Cette FactureX repose sur une norme européenne qui est la norme 16931, avec un ensemble de normalisation sur différentes tables qui existent, donc qu'on a implémenté dans nos solutions. Et donc, pour pouvoir faire le lien entre les données de l'ERP et finalement cette norme-là. Donc, effectivement, il y a des liens à faire sur les pays, sur les devises, sur la partie paiement, sur les unités, sur tout ce qui est TVA et exonération de TVA, mais aussi sur tout ce qu'on a appelé charges, qui correspondent aux frais, les frais qu'on peut avoir sur nos documents, et la partie prestation, mais en termes de remise, rabais, etc., etc. Donc là, il y a des tables normatives qui existent à chaque fois. On a fait le lien vers les différentes tables de Divalto pour avoir ce transcodage qui pourra se faire au moment de la génération de la facture X. Voilà, donc ensuite, on va passer en phase démonstration. J'ai mis des copies écran sur ces slides-là parce que vous aurez la possibilité de télécharger, Christian, cette présentation-là. Donc, il sera mis à disposition. C'est pour ça qu'on a mis des copies écran, mais je vais vous montrer ça si la technique me le permet, mais vous montrer ça en direct. J'espère que la technique va le permettre. Donc là, on va vous faire des petites juste démos pour vous montrer à quel endroit
cela se passe, mais ça va pas forcément changer énormément vos habitudes, en tout cas pour la partie émission. Oui. Juste au passage, j'en profite le temps que ça s'affiche. On m'a posé une question là sur les dates de validité, etc. et des versions et des questions très précises. Est-ce que telle version c'est validé ou pas dedans? Je vous ai mis dans le chat le lien direct pour savoir si votre version est encore sous la maintenance initiale ou pas. Il y a les dates de maintenance étendues puisqu'on avait changé le cycle de vie. Pour tout ce qui sera en maintenance initiale, on va quelque part vous fournir des services packs pour que ça fonctionne. Ceux qui seront en maintenance étendue, il va y avoir des éléments qui seront fournis aux partenaires pour y répondre. C'est pas forcément des services packs, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais vous pourrez répondre à la réforme avec un certain nombre d'éléments qui seront transmis. Ce sera peut-être des packages ou des choses comme ça, et puis des méthodes et des développements à mettre en place. Donc ça sera plus compliqué si vous n'êtes pas dans la maintenance, enfin dans une version en maintenance initiale. Et enfin, si vous n'êtes plus dans aucune maintenance, là pour le coup, vous allez devoir discuter avec la PDP pour voir s'ils sont capables de traiter vos demandes à partir d'existants qu'il y a dans l'ERP. C'est toujours possible, mais ça nécessitera des développements spécifiques. Voilà. Ok. C'est ça. Donc voilà, rapidement, je suis allé ici sur une fiche client pour montrer qu'effectivement au niveau de la fiche client, il y a des paramètres FactureX qu'il va falloir indiquer, parce que forcément, si dans vos clients, vous avez des clients France, mais aussi hors de France, c'est ici qu'on pourra paramétrer la génération de la FactureX. En termes de process, il n'y a pas de différence, parce que c'est ce paramétrage-là qui va permettre de générer cette facture. Donc vous, dans vos process, vous faites votre facturation différée, vous saisissez votre facture, imprimez votre facture et automatiquement, je vais juste vous montrer là, automatiquement on va se retrouver avec, si je prends cette facture-là par exemple, ici dans les fichiers joints, j'ai donc, si j'ouvre ce document-là, donc c'est la fameuse FactureX que l'on a générée avec toujours la partie lisible, c'est ce que vous voyez de ce côté-là, c'est la partie lisible. Et embarqué dans le PDF, vous voyez que j'ai ici un fichier structuré, donc un fichier au format XML, que je peux ouvrir aussi, je le télécharge, je crois, voilà, on va plutôt l'enregistrer ici dans mes téléchargements, je vais l'écraser, c'est pas grave. Et donc je vais reprendre, juste pour vous montrer cette structure donc, qui a été générée, donc qui est embarquée, l'important c'est qu'elle est embarquée dans la partie FactureX. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de structuré où il va y avoir de l'information générale. Bon, voilà, pour ceux qui sont intéressés, on a utilisé, nous, le format FactureX parce qu'il existe différents formats, mais l'extended, donc pour avoir le plus de possibilités en termes d'évolution par la suite. Vous voyez, on y voit des mentions légales, par exemple, donc des informations aussi sur les lignes. Hein, donc, c'est quelque chose qui est très très détaillé, des informations de pied et des informations sur finalement le fournisseur, donc celui qui a envoyé cette facture-là et qui permettra d'identifier ce fournisseur. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement parce qu'en termes de process, globalement, mis à part ce paramétrage-là, ça vous changera pas le quotidien. Parce qu'on on a un process classique de facturation et tout se passe au moment de l'impression. Je relance juste cette partie-là pour aller à l'étape suivante, voilà, qui est la partie réception. Donc la partie réception, je vous ai dit tout à l'heure, on passe. Alors je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a sous le capot et après plutôt vous montrer ce que vous allez exploiter. Donc on passe par ce qu'on appelle communément chez nous la partie Data Hub et notamment ici tout ce qui va concerner les différents flux qui vont rentrer. Donc c'est un superviseur, c'est souvent l'administrateur qui va vérifier que tout se passe bien à ce niveau-là. Et lui, lorsqu'un fichier arrive, il va arriver dans ce lot de traitement et si tout va bien, finalement, il n'y a pas besoin d'intervention humaine, sauf aux différentes étapes où on aura signifié de s'arrêter parce que, par exemple, ce n'est pas un fournisseur de confiance. Donc, je veux
même si mon rapprochement se passe et ISO, c'est-à-dire que j'ai 0 centime d'euro de différence, je vais quand même pouvoir passer par une phase de validation. Ou alors, l'élément peut aussi s'arrêter en disant ben, le système n'a pas pu rapprocher ma facture avec des réceptions parce que peut-être que les réceptions n'ont pas été faites, ou alors dans mon système d'information, j'ai peut-être des prix différents ou j'ai pas réceptionné les mêmes quantités que les quantités facturées. Puis à ce moment-là, ça te demandera obligatoirement une intervention manuelle. Mais en tout cas, quand on parle de gain de temps, ici, c'est effectivement dans le cas où tout se passe bien, ben là, il n'y a pas besoin d'intervention humaine, si ce n'est tout à la fin pour valider le rapprochement qui a été fait. Donc ça permet dans cet élément-là de voir finalement, alors j'en ai plus parce que là j'ai pris que les éléments sans rapprochement, mais si j'en prends plus, donc avec rapprochement, sans rapprochement, je les vois ici. Je vois ceux qui sont en phase d'attente finalement. Là, il faut valider des éléments, des choses qui sont incomplètes, qui peuvent aussi arriver parce que c'est déjà des éléments que l'on utilise pour la dématérialisation de factures fournisseurs classiques, hors FactureX. Et on passe par ce même schéma et puis on a une indication ici qui permet de voir que ici, c'est une facture qu'on a eue au format FactureX. On a cette indication ici et d'ailleurs, lorsque je me positionne sur ces endroits-là, j'aurai à chaque fois accès ici directement dans cet outil d'administration au PDF joint, donc avec le flux XML rattaché, même si j'ai pas forcément besoin de cette partie flux XML, c'est plutôt nous qui allons l'exploiter derrière pour pouvoir faire ce rapprochement-là. Donc ça, comme dit, ça c'est plutôt un outil de supervision. Vous allez plutôt passer par des éléments, donc les fameux visas que je vous ai donné tout à l'heure, là, les deux éléments clés. Donc soit le visa contrôle facture fournisseur. Donc ils vont me permettre de voir tous les contrôles facture fournisseurs où il y a eu un rapprochement, alors qui a pu aller au bout ou pas. Et donc je peux à ce stade-là, alors ici ça va me demander une petite manipulation, voilà, j'affiche juste la partie PDF qui est à côté. Alors on va juste voir si j'y arrive ici. Et bien évidemment ça marche pas, mais je vais le tenter comme ça. Ah oui, pardon, j'ai mal fait les choses, c'est plutôt moi. D'abord que je réduise, je vais juste sortir cet onglet-là. Est-ce que je peux? Oui, voilà, là il me l'a sorti. Alors, il faut imaginer ça sur un double écran. Hein. Là, je vous fais ça en démonstration, mais j'ai un double écran. Donc, j'ai d'un côté mon visa contrôle facture fournisseur, j'ai de l'autre côté, vous voyez que là aussi j'ai de la facture X avec mon fichier rattaché, la partie lisible, visible ici par l'humain. Et donc, je peux faire mon rapprochement, faire mes vérifications. Je me pars ce biais-là aussi, aller voir le rapprochement qui a été fait, vérifier ce qui a été rapproché, quelle est la réception qui a été rapprochée, etc., etc. Donc ça, c'est des outils que vous connaissez certainement déjà, parce que c'est par ces contrôles-là qu'on peut aussi passer manuellement, en saisissant les éléments manuellement. Donc là, il y a des rattachements qui ont été faits, il me l'a rapproché de cet élément-là, et donc je pourrais très bien me dire si effectivement cet élément-là me convient, de revenir à mon élément de tout à l'heure ici pour donner mon visa, quoi. Hein. Donc, et ça, vous voyez que je peux passer d'une pièce à l'autre de cette manière-là, et j'ai le réaffichage de l'élément à dire bah tiens, ok, je valide cet élément-là. Donc là, on était plutôt dans un process de rapprochement où je confirme, et donc derrière mon élément va suivre, donc va générer ma facture fournisseur et va l'intégrer en comptabilité. Donc on aura tout le flux sur cet élément-là. Je vais juste refermer celui-ci. Je vais relancer un autre traitement que je voulais vous montrer aussi, parce qu'on a finalement deux traitements possibles. Donc soit on fait un rapprochement parce que je suis dans la gestion de commande d'achat, réception et donc facture, mais je peux aussi avoir des frais généraux que je reçois par ce biais-là. Et à ce moment-là, dans ce canal-là, on a possibilité d'aller générer des écritures en attente qu'on va pouvoir valider par la suite. Donc ça, c'est plutôt le visa des écritures qui sont en attente.
Et donc là aussi, par le biais de, si je refais la manip de tout à l'heure, je vais prendre cet élément-là et je vais le sortir finalement de, voilà, pour avoir les deux éléments, hein, voilà, côte à côte. Donc j'ai pris aussi intentionnellement cet exemple-là parce que dans l'exemple que j'ai réalisé ici, c'était pour montrer aussi qu'on a travaillé nous sur un format, un modèle d'impression de type FactureX avec une présentation particulière pour mettre tous les éléments obligatoires pour la facture électronique sur ce document-là qui permettront l'identification et également aussi donc la partie ligne et la partie pied. C'était juste pour l'exemple. Et cette fois-ci, vous voyez que là, je suis sur des frais généraux. Là, pareil, hein, selon les factures que je vais prendre, je vais avoir un autre visuel à côté. Et ici, cette fois-ci, la cible va m'amener sur l'écriture en attente qui a été générée. Donc là aussi, possibilité de la contrôler. Est-ce qu'elle est en cohérence? Est-ce que je suis en accord avec ce qui a été réalisé ici? Puis de la même manière, comme tout à l'heure, je vais pouvoir cocher ici pour que derrière, on aille générer l'écriture comptable ici. Et puis, en même temps, pour finir cette démonstration, si par exemple je retourne, on va fermer ça, je retourne par exemple sur la partie fournisseur et que j'interroge, je vais prendre celui-ci, ce fournisseur-là, je vais me retrouver, notamment les comptes, je vais me retrouver donc avec des écritures en comptabilité. Il faut que j'aille un peu plus bas, parce qu'on est passé là au 16-12 par exemple ici, vous voyez ces écritures-là. Où là aussi automatiquement j'aurai dans mes fichiers joints la facture PDF et ça c'est effectivement cette écriture là a été générée par notre moteur. Donc je la retrouve dans ma comptabilité. Donc voilà pour cette deuxième présentation concernant la réception de la facture X. Et pour finir, donc le dernier volet de la réforme de la facture électronique concernant l'e-reporting. Celui-ci, je reviens ici, donc dans la partie e-reporting, je vais avoir ici un traitement. Alors ce traitement-là, je le lance de manière ponctuelle. Comme on vous l'a dit, il pourra être automatisé. Vous pouvez décider de le lancer une fois par jour, une fois par semaine, 2 fois par jour, autant de fois que vous souhaitez. Donc lui va raisonner par différentiel, vérifier ce qu'il y avait dans la dernière déclaration pour ensuite régénérer à partir de là tous les paiements et tout ce qui a pu être fait entre cette date et la nouvelle date, d'ailleurs horodatée, hein, selon la dernière transmission qui a été faite. Donc ça pourrait être fait de manière complètement transparente, mais là, pour la démonstration, je le fais plutôt de manière interactive. Et donc ici, il raisonne par différentiel et il m'affiche donc ma déclaration d'aujourd'hui avec des éléments. Alors, on s'est basé sur des moteurs déjà existants, en tout cas en termes de visuel, donc ça peut encore être amené à évoluer, mais pour ceux qui utilisent notre outil de déclaration de TVA, on s'était appuyé là-dessus, globalement pour la partie présentation qui permet de voir tout ce qui rentre dans cette déclaration-là, et puis voilà, d'avoir un certain nombre de navigations possibles. Et là, ce qui va être fait simplement, c'est qu'on va envoyer le fichier JSON. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le schéma. C'est ce qui va transiter directement par ce qu'on va transmettre par la PDP, et elle, à partir de là, sera capable de gérer le cycle de vie de la facture et d'envoyer les éléments de déclaration à l'administration fiscale au travers du concentrateur de données. Ce travail-là sera fait par la PDP. Donc bon, il y a très peu d'intérêt à ce que je vous montre la partie JSON, parce que ça reste, on a ici un outil de visualisation, mais voilà, il y a très peu d'intérêt, ça reste de la technique, hein, c'est des fichiers qui sont formatés et donc qui sont envoyés par ce biais-là. Voilà, ça c'était très rapide sur cet élément-là pour dire voilà ce qu'on embarque comme solution pour la réforme de la facture électronique. Je peux peut-être passer au slide. Donc, alors je vois qu'on va
Il est quelle Ah heure? oui, encore Ah oui, encore déjà, l'histoire de la j'ai pas main. vu le temps Ouais. qui passe. Oui, il y avait 2 choses encore. Oui, deux outils. Ouais, les 2 outils, l'import-export sur la norme. Donc c'est des tables, vous pouvez importer et exporter, donc tout ce référentiel-là via tableur. Et ensuite aussi un outil de vérification des sirènes sirettes de votre base, parce que ça va être vraiment une donnée importante pour l'identification dans votre base, d'une part de vos clients, mais aussi de vos fournisseurs, pour qu'effectivement cette intégration, ce rapprochement puisse être fait avec le client, mais aussi à l'inverse avec les fournisseurs. Donc sur la suite, et puis je vais pousser aussi une petite info par rapport à une des réponses que j'ai apportées là dans les questions. Donc déjà, sur nos conseils, ne pas céder à la panique et faire un choix intempestif d'une PDP parce que quelque part, ben, c'est vrai qu'elles sont là pour essayer de prendre des parts de marché et qu'elles sont très nombreuses, elles sont plusieurs dizaines en France à s'être positionnées. Vous allez avoir d'ailleurs toute gamme de prix sur le marché. Par contre, à l'inverse, ne pas vous convaincre que ça ne se fera pas. Ça va se faire. Est-ce qu'il y aura un report? Ça, on ne sait pas. On n'est pas Madame Irma non plus. Peut-être qu'il y en aura, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on va rapidement arriver à cette date butoir de 2030. Et puis, l'État a tout à gagner dans le contexte actuel où il cherche de l'argent, a tout à gagner à ce que ça soit mis en place, hein, puisque ça va être des recettes supplémentaires et de la simplification aussi de certains de leurs process. Donc, nous, notre message principal, c'est d'anticiper votre migration. Il y a eu une petite question qui m'était posée sur, bah oui, mais voilà, ça va nous coûter aussi du temps de migrer sur une nouvelle version, d'apprendre à l'utiliser, etc. Et puis en plus, il faut mener un projet de dématérialisation que va être ce projet de la réforme de la facturation électronique. Ça fait beaucoup en peu de temps. Bah, sachez que après avoir migré, ça va être extrêmement facile pour vous ensuite de répondre à cette réforme, notamment si vous prenez l'une ou l'autre des PDP qu'on aura mis en avant et avec lesquels nous on aura travaillé en amont, ou encore plus quelque part travailler avec les offres que nous préparons, les offres SaaS. Donc du coup, voilà, anticiper cette migration dès maintenant. Il va y avoir un goulot d'étranglement au niveau de nos partenaires aussi à pouvoir traiter tout un tas de migrations là dans les prochains temps. Pour ceux qui sont sur des versions plus anciennes, on va pas complètement vous laisser à l'abandon, hein, bien sûr. On vous mettra à dispo des outils, mais par contre, ça sera plus coûteux puisqu'il faudra adapter ces outils qu'on vous fournira. Il faudra peut-être transformer des choses qui sont pas Facturix en Facturix et peut-être qu'il y aura des entreprises qui se chargeront de faire ça. On a entendu parler de PDP qui sont capables de traiter tout type de factures. Ça sera à voir avec eux. Ce que vous avez expliqué tout à l'heure avec l'outil, Christophe, est aussi extrêmement important. Profitez du temps maintenant pour compléter les informations sur votre base client, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Et puis tout à l'heure, j'ai eu une remarque là, je suis petite entreprise, donc du coup, vous me dites, moi, je travaille avec d'autres petites entreprises, je suis concerné qu'au 1er septembre 2027. Ah non, en fait, toutes les entreprises, on travaille actuellement avec des grosses entreprises, ne serait-ce que pour nos frais généraux, et notamment, on va dire, tout ce qui va être téléphonie, tout ce qui va être énergie, etc. Et eux, ils ont l'obligation de d'émettre en facturation électronique dès 2026, septembre. Donc vous allez avoir l'obligation de déclarer sur quel BDB vous devez recevoir vos factures, quelque part. Donc il y aura au moins toute cette phase, là on va avoir plus d'informations dans les prochains temps, mais toute cette phase d'enregistrement auprès d'annuaire, d'être capable d'être enregistré auprès d'une PDP, même si par après, vous vous connectez à un portail fourni par la PDP, vous prenez la facture et vous l'injectez manuellement, voire vous l'imprimez et vous la traitez manuellement. Même si vous êtes une petite entreprise, vous aurez un impact dès la première date. Voilà, tout le monde travaille avec au moins quelques grosses ETI ou quelques grosses entreprises françaises qui sont assujetties à la TVA. Également, bien analyser votre périmètre, le petit schéma qu'a montré tout à l'heure aussi Christophe sur les types de factures et à prendre en compte. Donc, si vous avez repéré un type de facture qui est dedans et que vous la traitez, glissez-nous un petit mail, on pourra en discuter. Également, il y a aussi une question qui était très intéressante qui m'a été posée. Moi, j'ai l'ERP d'Ivalto, mais j'ai ma compta chez un autre éditeur. Comment ça se passe? Effectivement, il faut
avoir votre PDP là où vous traitez la facture. Donc, si vous émettez la facture via l'ERP, ben, et vous devrez avoir une PDP compatible avec ça pour émettre directement la facture. Si vous l'enregistrez, ben pareil, dans l'ERP, ben là aussi, il faut pas la récupérer automatiquement. Par contre, c'est effectivement sur les rapprochements ou les choses comme ça qui sont dans la compta où le process va être un peu différent. Donc, il faut commencer à étudier comment vous voulez faire cette partie-là. Il n'est pas complètement exclu. Hein. Je crois qu'à un moment donné, on pouvait se dire que une même grande entreprise pouvait avoir plusieurs PDP, plusieurs services. Donc ça, c'est pas complètement exclu non plus. Hein. Pour certains flux, il pourrait y en avoir un, pour un autre flux, il en avoir une autre. C'est prévu. Une entreprise en est un PDP et puis un autre établissement, une autre entreprise du groupe, par exemple, en est une autre. Et bien sûr, c'est le moment pour vous de mettre à plat tous vos processus, notamment tous ceux de traitement. Donc, si vous aviez encore beaucoup de manip papier ou vous aviez des process papier, hein, je pense aux bannettes ou des factures circulées fournisseurs et qui étaient visées au format papier, manuel, ben là, il va falloir commencer à mettre en œuvre. Et puis, il y a déjà un certain nombre d'outils dans l'ERP qui sont prêts à ça, le processus, par exemple, qui permettent de valider des factures fournisseurs. Ça, c'est déjà en place, même si vous passez par encore une petite phase de scan pendant encore quelques mois. Vous pouvez déjà expérimenter cette partie-là. Voilà, j'arrive au bout. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle question, mais j'en ai posé. T'en as répondu. J'ai répondu à Tu commences pas à poser des questions. L'outil pour le contrôle des sirènes, c'est nous qui le fournissons, mais c'est juste pour vérifier si la donnée est bien présente dans l'ERP. On ne valide pas que le sirène correspond bien à. Alors, si. On fait quand même une vérification, mais on vérifie pas que c'est le bon SIRET pour l'entreprise. Voilà. On vérifie que le SIRET ou le sirène existe. Oui. Sur la base de notre API. Alors c'est pas un faux c'est l'autre, c'est au niveau des. Non, c'est les CCI, c'est la base sirène. Ouais, c'est la base sirène, voilà. C'est la base sirène. Donc on vérifie que le sirène existe bien. Ouais, mais après, on fait pas le rapprochement avec la société parce que la dénomination pourrait ne pas être la même. Mais par contre, on vérifie qu'il est bien valide. Voilà. Donc, alors tout ce qui est facture hors UE, etc. Ça, on n'a pas du tout abordé le sujet, mais bien entendu, si aujourd'hui vous travaillez vous en dehors de la France, dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, sachez que tous les pays sont en train de mettre ça en place, mais qu'il y a plusieurs PDP qui sont internationales, qui traitent ces flux et qui ont prévu de discuter entre les différents pays, et notamment ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'Europe et la directive. Il y a des mécaniques qui sont en train de se mettre en place pour faciliter justement la circulation de ces factures entre les pays. Je vous disais, il y en a certaines qui sont bien plus avancées, qui vont peut-être devoir revenir un peu en arrière sur des choses qu'ils ont mis en place pour que ça soit de nouveau compatible. Puis il y en a d'autres qui, un peu comme la France, sont en train de démarrer. On est dans la moyenne, hein, je crois, grosso modo, au niveau des pays. On est ni trop en avance, ni trop en retard, comme d'habitude. Donc, voilà, faites attention. Et puis, il y a d'autres pays en dehors de l'Union européenne qui aussi sont en train de mettre en place ça, hein, les problématiques de TVA sont internationales. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore d'autres questions. Il y a eu un certain nombre de webinaires au dernier semestre, tu peux passer le slide suivant, qui étaient les mercredis produits, on vous a communiqué un agenda et on a fait 5 fois, donc il y en a encore eu un ce matin sur l'application logistique avec Patrick, qui ont été faits. Ils seront tous disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Ce webinaire-là sera également mis sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez discuter de la partie réforme également avec vos partenaires, mais on en rediscutera également, là tu peux passer au slide suivant, de façon encore plus précise, lors des rencontres clients qui auront lieu cette année à partir du 25 mars et jusqu'au 2 avril. On va se déplacer dans 4 villes, donc Strasbourg, Lyon, Nantes et Paris. Et là, on a décidé de mettre beaucoup de temps dans ces journées-là à la discussion avec vous. C'est-à-dire qu'il y aura uniquement le matin une plénière et toute la pause déjeunatoire et l'après-midi pour échanger avec vous. Donc venez nombreux, venez discuter avec nous de vos différents cas, de tout ce qu'on vient de voir là, et on pourra en parler ensemble, bien évidemment. Voilà. On refera un webinaire sur ce sujet-là dès qu'on aura encore un peu plus d'informations, mais vous l'avez bien compris, là, les PDP doivent travailler avec les services de l'État pour avancer et nous permettre ensuite, nous, de démarrer nos propres pilotes et finaliser nos développements.
Il me reste à vous remercier Christophe pour tout le travail et les démonstrations qui vous ont été faites. J'espère que tout ça vous a rassuré sur le fait que Divalto prenait en compte cette réforme de façon extrêmement précise dans nos solutions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les remonter. Il va y avoir un petit questionnaire qui va s'afficher à la fermeture du webinaire. Vous pouvez y répondre, laisser vos coordonnées, poser vos questions ou peut-être nous mettre des nouveaux sujets de webinaire à aborder à l'intérieur. Merci à tous et bonne fête de fin d'année si on ne rediscute plus avec vous dans les prochains temps. Merci Christophe. Merci Christian. Au revoir.